Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un métier vraiment clé pour l'emploi, conseiller en insertion professionnelle. On dit CIP, plus court. On va essayer de décortiquer ensemble leur méthode de travail, cette fameuse méthodologie très structurée qui aide les personnes soit à retrouver un travail, soit à changer complètement de voie. Pour cette exploration, on a une source intéressante, un document de formation interne, un guide méthodologique qui vient du repère des CIP. Notre objectif, c'est simple, comprendre comment cette approche, pas à pas, elle vise à rendre les gens plus autonomes et à faciliter une intégration qui dure dans le monde du travail. C'est pas juste une recette, on est d'accord, c'est une démarche assez complexe. Tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, je trouve, c'est cette dualité. D'un côté, une structure qui est très claire, un processus bien balisé, mais qui, impérativement, doit rester dynamique et surtout profondément personnalisé. Le but final, comme vous l'avez dit, ça dépasse la simple recherche d'un poste. Il s'agit vraiment de co-construire un parcours qui ait du sens pour la personne et qui tienne la route sur le long terme. Alors, entrons dans le vif du sujet. La toute première étape finale, prise de contact et diagnostic initial. J'imagine que c'est un moment fondamental, c'est là que les bases se posent. Ah oui, c'est absolument critique. Sans une relation de confiance solide, établie dès le début, tout l'accompagnement, il risque d'être un peu bancal, quoi. L'enjeu ici, il est double. D'abord, créer cette alliance de travail, ce lien, et en même temps obtenir une vision la plus juste, la plus complète possible de la situation de la personne. Donc on parle de son parcours, bien sûr, de ses compétences connues, mais aussi de ses aspirations, qui sont parfois un peu floues, et surtout des freins potentiels. Et ça, qu'ils soient matériels, psychologiques, conscients ou même inconscients. Oui, et le document donne un exemple, celui de Marie, 35 ans, licenciée, un peu perdue. Le CIP, il ne se contente pas de remplir un formulaire. Il pratique l'écoute active, pose des questions ouvertes. Ça semble vraiment essentiel pour aller plus loin que la surface. C'est fondamental, oui. Et pour guider cet échange, sans le rendre rigide, le CIP utilise des outils. Le premier qui est mentionné, c'est la grille d'entretien. Alors attention, faut pas imaginer un questionnaire administratif froid, hein. C'est plutôt une sorte de boussole pour le conseiller. Un aide-mémoire pour être sûr d'aborder tous les points importants. L'histoire pro, la formation, les compétences techniques, mais aussi transversale. La situation perso qui peut impacter, les vraies motivations, les obstacles. Ça aide à structurer la pensée, la collecte d'infos, mais ça laisse toute la place à l'expression libre de la personne. Une structure pour soutenir l'écoute, donc. Mais le document parle aussi d'outils pour aller plus loin, pour mieux comprendre la personne au-delà de ce qu'elle raconte sur son parcours. Je pense aux tests de personnalité et d'intérêt professionnel. Comment il s'intègre ça? Alors, ces outils, comme les typologies de Hollande ou le MBTI qui sont cités comme exemple, ils apportent une autre couche d'information. Ce sont des instruments psychométriques, ils peuvent aider à objectiver certains traits de personnalité ou des domaines d'intérêt qui sont particulièrement marqués. Mais attention, l'idée ce n'est surtout pas d'enfermer la personne dans une case ou de lui dire Vous devez faire ça ». Non, ils sont utilisés comme des supports à la réflexion, comme des indicateurs. Ils peuvent révéler des préférences, par exemple pour certains types d'environnement de travail, de tâches ou des façons de fonctionner. Et ça peut éclairer le choix d'un projet pro. C'est une matière première pour discuter, c'est pas une conclusion en soi. D'accord, un éclairage en plus, en quelque sorte. Une fois que cette phase de diagnostic est bien menée, qu'il y a une compréhension mutuelle, que la confiance est là, j'imagine qu'on passe à l'étape suivante, regarder vers l'avenir, construire le projet professionnel. Et là, le défi, ça doit être de faire le lien entre les envies de la personne et la réalité du marché du travail, non? Comment le CIP aide à construire un truc qui soit à la fois motivant et réaliste? C'est tout l'art de cette deuxième étape, effectivement. C'est une co-construction. Le CIP, il n'est pas là pour dire faites ci ou faites ça. Son rôle, c'est d'ouvrir le champ des possibles, d'aider la personne à explorer, à confronter ses idées à la réalité. Le point de départ, bien sûr, ce sont les aspirations, les compétences, les intérêts qu'on a identifiés avant. Mais ensuite, il faut confronter tout ça au marché du travail, aux opportunités réelles, aux exigences des métiers qu'on envisage. C'est un processus d'ajustement et parfois même de découverte. Si on reprend l'exemple de Marie, qui, au début, était intéressée par le marketing digital, le document montre bien que le CIP ne dit pas «oui, super idée» tout de suite. Il l'invite plutôt à creuser, à vérifier si cette idée lui correspond vraiment et si ça colle avec la réalité du secteur.
Exactement. L'exploration, c'est le maître mot ici. Et pour ça, on mobilise des outils spécifiques. Les ateliers thématiques, par exemple, ce sont des sessions, souvent en groupe, où on présente différents secteurs d'activité, des familles de métiers, parfois il y a des professionnels qui viennent témoigner. L'intérêt, c'est de sortir des idées reçues, de découvrir des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, de stimuler la curiosité, l'ouverture. Une façon d'élargir un peu l'horizon. Et si on veut creuser une piste en particulier, il y a les entretiens d'information, c'est ça, hein? Oui, ça c'est une démarche très pragmatique. Le CIP aide la personne à organiser des rencontres avec des professionnels qui font le métier visé ou qui travaillent dans le secteur qui l'intéresse. L'objectif, c'est d'avoir une vision de l'intérieur très concrète. Le quotidien du boulot, les compétences importantes, les avantages, mais aussi les contraintes, les difficultés, l'ambiance. C'est souvent beaucoup plus parlant qu'une simple fiche métier, et ça permet de valider une piste ou de l'invalider, mais en connaissance de cause, en se confrontant au réel. Une sorte de test indirect du projet, en somme. Bon, admettons que le projet soit maintenant plus clair, validé, qu'il semble tenir la route. Il faut bien le mettre en œuvre. On arrive donc à la troisième étape, le plan d'action et la formation. Là, on passe de l'idée à la stratégie, si je puis dire. Il s'agit de définir les étapes concrètes pour atteindre l'objectif. Ça peut vouloir dire se former, acquérir une expérience pratique. C'est la partie comment on y arrive, en gros. C'est exactement ça. Le plan d'action, c'est la feuille de route opérationnelle. On identifie d'abord les écarts éventuels entre le profil actuel de la personne et ce qu'il faut pour le projet. Est-ce qu'il manque des compétences, une expérience spécifique? Est-ce qu'il faut une certification? Et ensuite, on définit les actions précises pour combler ces écarts. Quelle formation suivre? Ou comment on la finance? Est-ce qu'il faut prévoir un stage, une immersion pour mettre un premier pied dans le secteur? C'est très concret, et c'est séquencé dans le temps. Pour Marie, qui à ce moment-là visait toujours le marketing digital, le plan d'action se dessine clairement. D'après le document, un stage pratique de 3 mois pour appliquer les bases et une formation en ligne ciblée sur des outils spécifiques du domaine. Ça rend l'objectif beaucoup moins abstrait tout de suite. Et pour soutenir cette phase, les outils sont logiquement tournés vers l'acquisition et la validation des compétences. Le document cite les formations certifiantes. Ce sont des parcours qui débouchent sur un diplôme, un titre professionnel ou un certificat reconnu par les employeurs. Et ça, c'est crucial pour renforcer l'employabilité parce que ça prouve officiellement qu'on maîtrise une compétence dans un domaine précis, que ce soit technique ou méthodologique. Une preuve tangible pour le CV, oui. Et on retrouve aussi les simulations d'entretien déjà à cette étape. Ça peut surprendre un peu. On n'est pas encore tout à fait à la recherche d'emploi final. C'est vrai, mais c'est pertinent. Pour décrocher une place dans une formation sélective ou pour obtenir un stage intéressant, il faut aussi savoir se présenter, argumenter son projet, convaincre. Donc ces simulations, elles permettent de s'entraîner à cet exercice, d'ajuster son discours, de gagner en aisance, en confiance, pour passer ces étapes intermédiaires qui sont parfois de vrais petits processus de recrutement en fait. C'est une préparation progressive. Je vois, c'est une montée en puissance progressive. Mais on sait bien que les parcours, ce n'est pas toujours une ligne droite. Un projet peut changer, des difficultés peuvent arriver. C'est là qu'intervient la quatrième étape, R, le suivi et les ajustements. Ça semble essentiel pour ne pas laisser la personne toute seule avec son plan. C'est fondamental, et ça touche à cette flexibilité dont on parlait au début. L'accompagnement, ce n'est pas un tunnel rigide. Le suivi régulier, c'est le moment de vérifier si le plan d'action se déroule comme prévu, si les objectifs sont atteints, si la motivation est toujours là. C'est aussi le moment d'identifier les obstacles imprévus, une formation qui ne convient pas, des difficultés personnelles, etc., et de réagir. Et parfois, oui, c'est le moment où le projet lui-même peut être mis en question. L'exemple de Marie est très parlant là-dessus. Le document explique qu'après 2 mois de stage en marketing digital, elle réalise que ce domaine ne lui correspond peut-être pas tant que ça, et elle commence à s'intéresser aux ressources humaines. Le CIP, lors d'un suivi, ne la bloque pas, mais accueille cette nouvelle réflexion. Ça montre bien cette nécessité d'ajuster le tir. Tout à fait. Le premier outil pour ça, ce sont simplement les entretiens de suivi réguliers. C'est le cœur du réacteur de cette phase E. Faire le point, écouter activement, analyser ensemble la situation, célébrer les réussites aussi, dénouer les blocages et, si besoin, redéfinir les prochaines étapes ou même carrément réorienter la stratégie. Et si la réorientation est plus profonde, comme dans le cas de Marie, il y a un outil plus spécifique qui est mentionné, le bilan de compétences. Oui, le bilan de compétences, c'est une démarche plus structurée, plus approfondie.
On peut l'utiliser à différents moments, mais il est particulièrement pertinent quand un besoin de clarification ou de réorientation émerge. Il permet une analyse vraiment fouillée des compétences professionnelles, personnelles, transférables, des motivations profondes, des intérêts actuels. L'objectif, c'est d'aider la personne à mieux se connaître pour construire ou reconstruire un projet professionnel qui soit solide et aligné. Pour Marie, ça pourrait être l'outil idéal pour explorer et valider cette nouvelle piste vers les RH. D'accord. Donc, après, potentiellement des ajustements, des compétences renforcées, un projet bien défini, validé, on arrive enfin à la dernière étape, la cinquième, la préparation à l'emploi. Le moment où tout converge vers la recherche active, j'imagine. L'objectif ici, il est clair, hein. Armer la personne pour qu'elle soit la plus efficace possible dans sa recherche. Lui donner les clés pour convaincre les recruteurs. C'est la phase de l'outillage final, si on veut. Il s'agit de maîtriser les techniques et les codes de la recherche d'emploi d'aujourd'hui. Comment on rédige un CV qui attire l'œil, une lettre de motivation qui fait mouche, comment utiliser efficacement les sites d'emploi, les réseaux sociaux pro, comment se préparer aux différents types d'entretiens, comment négocier. C'est très pratique, très orienté résultat. Et pour Marie, qui est maintenant clairement positionnée sur un projet en ressources humaines, l'accompagnement devient très ciblé. Le CICP va l'aider à adapter son CV pour mettre en avant les compétences pertinentes pour ce secteur, peut-être celles acquises pendant son stage, même s'il était en marketing, ou via le bilan, et la préparer spécifiquement pour des entretiens dans des entreprises RH. Absolument. Et les outils y reflètent ce pragmatisme. Les ateliers de rédaction de CV et lettres de motivation, c'est incontournable. L'enjeu, c'est pas juste de lister ces expériences, c'est de les présenter de manière stratégique, en lien avec le poste visé, en utilisant les bons mots-clés. C'est un vrai exercice de marketing de soi, en fait. Et sans surprise, les simulations d'entretien reviennent régulièrement. C'est vraiment un fil rouge tout au long de l'accompagnement, on dirait. Indispensable. C'est à ce stade qu'elles prennent vraiment toute leur importance. Répéter l'exercice de l'entretien d'embauche final avec des scénarios variés, recevoir un retour précis sur sa communication verbale, non verbale, sur la pertinence de ses réponses, sur sa capacité à gérer le stress. C'est ça qui permet de gagner en assurance et d'optimiser ses chances de succès lors des vrais entretiens. C'est la répétition générale avant la première, quoi. Bon, en ayant parcouru ces 5 étapes, ce qui ressort, c'est cette impression d'un processus très méthodique, presque chorégraphié, avec ses temps, ses outils, mais qui doit constamment s'adapter à la personne. C'est un équilibre assez complexe à trouver, j'imagine. C'est précisément là que réside la force et aussi la complexité de cette méthodologie. Elle fournit un cadre sécurisant, éprouvé, mais son efficacité dépend entièrement de la capacité du CIP à l'incarner avec humanité, avec écoute, avec flexibilité. Le document insiste beaucoup sur l'importance cruciale de l'alliance de travail, de cette confiance mutuelle et de l'adaptation permanente aux besoins et au rythme de la personne. On ne cherche pas juste à caser quelqu'un, mais bien à l'accompagner dans la construction d'une trajectoire professionnelle qui ait du sens pour elle et qui soit viable. Pour résumer, alors, on a une approche qui combine une structure logique, des outils variés et adaptés à chaque phase du diagnostic, à la préparation finale, et une posture d'accompagnement qui est vraiment centrée sur la personne, qui vise son autonomie et une insertion pensée pour durer. Oui, chaque outil a sa raison d'être à un moment précis, la grille pour ne rien oublier au début, les ateliers pour ouvrir l'horizon, le bilan pour approfondir si besoin, les simulations pour s'entraîner concrètement. C'est l'articulation de tous ces éléments, guidés par l'écoute et l'analyse du CIP, qui fait la richesse de l'accompagnement. Pensant justement au parcours de Marie, son projet a quand même pas mal pivoté en cours de route, passant du marketing digital au RH. Ça soulève une question intéressante sur la pratique, je trouve. Jusqu'où cette structure méthodologique, elle permet réellement la flexibilité? Comment un CIP gère concrètement cette tension entre, d'un côté, suivre le plan d'action qui a été établi, et de l'autre, accueillir une remise en question profonde du projet par la personne qui vient de ses expériences en cours de route? C'est sans doute là que se niche une partie de l'art de ce métier. Une réflexion à méditer. Merci de nous avoir suivis.